Bienvenue dans ce premier module consacré à Windows. Dans ce module, on va voir un certain nombre de choses concernant Windows et son fonctionnement et de présentation des écrans de Windows. Donc tout d'abord, une première chose importante, c'est que Windows est un système d'exploitation parmi d'autres systèmes d'exploitation. Bon, parmi les plus connus, on a le système d'exploitation d'Apple qui fonctionne sur les Macintosh, qu'on appelle le macOS. On a Linux et de manière plus générale Unix, qui est tout un ensemble de systèmes d'exploitation qui permettent de faire fonctionner 90% du web, notamment. Et puis on a des systèmes d'exploitation développés par Google, alors des choses comme Android ou Chrome OS. Donc voilà pour les systèmes d'exploitation. Alors il y en a une multitude d'autres, mais là je vous ai cité les plus courants. Bon, Windows représente à peu près 86% du marché. Dans Windows, il y a plusieurs versions. Donc sur votre propre poste de travail, vous pouvez avoir des versions plus anciennes. Alors là, vous avez un panégyrique de toutes les versions de Windows qui ont fonctionné, qui ont eu un succès commercial, et notamment la version Windows 10 sur laquelle nous travaillons actuellement, qui est la version toujours en cours. Bon, il faut savoir que si vous avez du Windows 7, eh bien, Microsoft a annoncé qu'il ne serait plus maintenu. Puis il y a des versions de Windows qui ont fait un flop complet, donc qui n'ont pas du tout marché, qui avaient souvent une interface déplorable, avec pas mal de dysfonctionnements, et donc on les a très peu rencontrés dans les entreprises notamment. Un point important, première des choses, c'est quand vous avez démarré Windows, vous arrivez sur un écran qui est l'écran du bureau. Donc sur cet écran du bureau, quelques petites choses importantes. En bas et à gauche, ce qu'on appelle le bouton démarrer. Donc c'est le bouton, la petite zone dans laquelle on retrouve une icône correspondante à une fenêtre, qui est l'abrégé de Windows. Donc si vous cliquez dessus, vous accédez à votre menu démarrer. Sur votre bureau, vous retrouvez tout un ensemble de raccourcis de vos applications, raccourcis des dossiers, tout ça c'est posé sur le bureau. Quand vous avez affaire à un raccourci, c'est signalé par une petite flèche courbe dans le raccourci en bas et à gauche. Là vous voyez sur mon bureau une multitude de raccourcis qui sont positionnés. Sur le bas de votre écran, vous avez ce qu'on appelle la barre des tâches. Dans cette barre des tâches, il faut repérer les fenêtres qui sont ouvertes. Donc vous avez tout un paquet d'icônes qui représentent différentes applications ou dossiers. Et dans ces icônes, vous avez notamment des icônes qui sont soulignées et qui correspondent en fait à des applications qui sont lancées ou à des dossiers qui sont ouverts. Dans cette barre des tâches, toujours, donc si on reprend, on a également l'ensemble des applications ou dossiers qui sont épinglés. Donc on aura une session avec les modules de comment faire pour. Alors si je veux, par exemple, épingler Excel sans l'avoir toujours présent sur ma barre des tâches et le lancer plus rapidement, eh bien je vous montrerai un peu plus tard comment faire. Vous avez bien sûr les fenêtres ouvertes, je vous l'ai déjà dit, ce sont celles qui sont soulignées. Vous avez sur la partie droite ce qu'on appelle la zone de notification, donc avec la petite flèche qui monte et qui vous permet de voir tout ce qu'il y a dans cette zone de notification. Et complètement à droite, vous avez un tout petit bandeau qui vous permet de revenir sur l'affichage du bureau, même si vous avez des fenêtres ouvertes. Maintenant, le menu démarrer. Donc ce menu démarrer, il vous permet d'avoir un accès rapide à certains éléments, donc dont l'explorateur Windows, dont les images. Donc c'est tout ce qui vous est indiqué en haut quand vous ouvrez, et donc la configuration et les dernières applications installées. La zone qui est ouverte actuellement, tapez ici pour rechercher, vous permet de rechercher rapidement quelque chose que vous avez installé sur votre PC. Une chose importante, Windows s'appelle Windows à cause du fenêtrage. Donc il est important de savoir gérer les fenêtres. Donc les fenêtres, c'est ce qui va vous servir à afficher les informations sur lesquelles vous travaillez. Les fenêtres sont associées aux applications que vous utilisez. Donc là, on voit par exemple qu'on a deux fenêtres ouvertes, une fenêtre PowerPoint qui affiche le diaporama que vous êtes en train de voir, et une autre fenêtre qui affiche le contenu de mes disques durs. Ces deux fenêtres, on voit qu'elles sont bien ouvertes dans la barre des tâches, et en fait, on a la fenêtre
qui se dessine sur le bureau. Donc on aura tout un module qui nous permet de mieux manipuler les fenêtres avec quelques touches de fonction très pratiques pour les disposer et les redimensionner. Voilà, ça c'est un autre affichage de ces mêmes fenêtres que l'on verra un peu plus tard. Une application importante, là encore on travaillera dessus, c'est l'explorateur Windows. Donc l'explorateur Windows, sa vocation, c'est de vous permettre de visualiser le contenu de vos disques durs. En fait, ce que vous avez sur votre poste de travail ou ce que vous avez sur des disques réseau auxquels vous êtes connecté. Donc l'écran de l'explorateur Windows se découpe au minimum en deux parties. Vous avez la partie de gauche qui va vous permettre de naviguer, c'est le bandeau de navigation, et donc la partie de droite qui est le contenu. Donc quand on a des éléments affichés sur la partie de gauche, quand on a un élément sélectionné sur la partie de gauche, et bien sur la partie de droite, on voit le contenu de cet élément. Donc si on prend cet écran, eh bien on a le dossier production qui est sélectionné sur la partie de gauche. On voit que la petite flèche à gauche de production est tournée vers le bas. Donc ça nous permet de visualiser en dessous de production tous les sous-dossiers qui se trouvent à l'intérieur. Et sur la partie de droite, on voit le contenu de ce dossier production. Donc le contenu de ce dossier production, c'est à la fois les dossiers qu'il contient. Donc c'est pour ça qu'on retrouve la même chose que vous avez à gauche, ce qui est présenté par l'accolade. Et en même temps, on voit les fichiers qui sont contenus dans ce dossier. Donc à la fois la partie de droite nous affiche à la fois les sous-dossiers et le contenu, donc les fichiers directement. Donc les fichiers, c'est tout ce qui est manipulable par une application. En haut, donc dans cette fenêtre, on a la barre de titre, comme dans toutes les fenêtres. Donc là, on voit qu'on est sur le dossier production. On a le ruban qui nous permet de manipuler et qui nous propose les différentes options utilisables en fait sur cette application qui est l'explorateur. Alors si vous avez une version un peu plus ancienne de l'explorateur, vous n'aurez peut-être pas de ruban. Donc là, le volet de navigation, la zone d'affichage du contenu. On voit qu'on a la même chose qui est sélectionnée. En haut, on a la zone d'accès rapide. En dessous, ce qu'on appelle les bibliothèques. Bon, ça sont des notions qu'on reverra très rapidement, mais ce sont simplement des moyens que Windows met à notre disposition pour arranger et retrouver plus facilement les informations qui se trouvent sur nos disques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est l'explorateur Windows, c'est l'application fournie avec Windows gratuitement, qui est incluse dans Windows et qui vous permet de gérer vos supports de stockage et stockage de toutes vos informations. Alors que ce soit en local ou que ce soit en ligne. On a de plus en plus de possibilités de stocker dans ce qu'on appelle le cloud. C'est simplement en fait des disques réseau que des sociétés comme Microsoft, par exemple, mettent à notre disposition, pas forcément gratuitement, pour stocker des informations via Internet. Donc un élément important, alors je vais revenir sur l'écran d'avant. Sur l'écran d'avant, vous avez une colonne qui est la colonne taille. Donc là, vous voyez qu'on vous dit par exemple que le premier fichier aligné des objets a une taille de 3147 kilooctets. Eh bien, c'est une indication de sa taille. Donc le kilooctet, vous le voyez, c'est 1000 octets. En gros, un octet égale un caractère. 3000 kilooctets, eh bien, ça fait 3 mégaoctets. Donc on a proportion dans ce petit tableau. Le plus petit élément que l'on gère, c'est le chiffre binaire. Donc là, on vous en parle quasiment jamais, mais il faut savoir que toute l'informatique actuelle repose sur le fait que, au final, votre information est stockée sous la forme de 0 ou de 1. Pour pouvoir gérer plus facilement tout ça, les chiffres binaires sont regroupés par octet, par 8. Et après, tout est quasiment une puissance de 8. Donc, on va vous parler d'octet. Donc, en gros, un octet, c'est un caractère dans une des normes qui a été utilisée pendant très très longtemps, qui est l'ASCII. Actuellement, avec l'arrivée d'Internet et de l'internationalisation d'Internet, avec la prise en charge de quasiment tous les alphabets, un caractère maintenant est stocké sur 2 octets. L'unité d'après, c'est le kilooctet. Donc, un kilooctet, un kilo, c'est 1000. Ça représente 1000 octets. Après, on a le mégaoctet. Donc un mégaoctet, ça représente 1 million d'octets, soit 1000 kilooctets. Après, on a le gigaoctet. Le gigaoctet, c'est 1000 millions. Donc à chaque fois, on multiplie par 1000. 1000 millions, donc 1 milliard d'octets.
Donc dans la colonne de droite, vous avez en gros une représentation, ça vous donne une idée de ce que l'on peut stocker. Donc le kilooctet, en gros, c'était le stockage d'une page, l'ordre de grandeur. Une image prise avec votre téléphone, elle fait entre 1 et 4 ou 5 mégaoctets. Un film, il fait de l'ordre d'1 gigaoctet. Après, vous avez 1000 gigas, c'est le téraoctet, donc c'est 1 million de millions. Après, on a le pétaoctet et on a l'hexaoctet. Donc aujourd'hui, on trouve des disques durs qui nous permettent de stocker facilement 200, 300, 400, 500 gigaoctets, voire 1 téraoctet ou 2 téraoctets. Des structures comme Microsoft propose dans le cloud avec leurs abonnés sur Office 365. Donc Office, c'est Word, Excel, etc. Donc vous avez un abonnement mensuel et ils mettent à votre disposition, je crois, 1 téraoctet pour stocker vos informations. Donc ça peut être un moyen simple de faire des sauvegardes, sans publicité aucune, pour quelque société que ce soit. Google fait la même chose, Apple fait la même chose. Donc c'est important d'avoir en tête ces ordres de grandeur. Si par exemple demain vous envoyez un mail et que ce mail dépasse 5 ou 10 mégaoctets, eh bien ce mail risque par exemple de ne pas partir, tout simplement parce que les systèmes de messagerie ne permettent pas d'envoyer des fichiers de trop grande taille. Alors, quand on utilise des outils informatiques et qu'on crée des documents, vous allez utiliser Excel, vous allez créer un document, il va falloir lui donner un nom. Bien, dans les noms, on ne peut pas utiliser tous les caractères qu'on veut. Donc là, vous avez une liste en fait de tout ce qui est interdit. Alors, le plus simple, c'est de retenir en gros que vous avez droit assez peu aux caractères de ponctuation. Vous avez droit à des caractères un peu bizarroïdes comme l'arrobase, le dièse, etc. Et surtout aux lettres et aux chiffres. Alors, une des choses sur lesquelles on est souvent gêné, c'est la barre oblique. On n'a droit ni à la barre oblique inverse qu'on appelle anti-slash, ni à la barre oblique normale qu'on appelle le slash. Tout simplement parce que c'est utilisé par Windows pour créer des chemins quand on veut dire où se trouve exactement un document. Il va falloir dire dans quel dossier, dans quel sous-dossier, dans quel sous-sous-dossier et quel est son nom. Et en fait, pour séparer les dossiers et les sous-dossiers, Windows utilise l'anti-slash, mais comme presque tous les autres systèmes d'exploitation utilisent le slash, eh bien ça a été complètement proscrit d'utiliser l'un comme l'autre pour définir des noms de documents, tout simplement parce que c'est utilisé dans les chemins d'accès. Donc c'est un séparateur. Bon, mais tout ce que je vous ai cité là est interdit par Windows. Alors, ici vous avez un panneau, alors pas tellement à connaître par cœur, mais en tout cas, il faut reconnaître les principaux. C'est ce qu'on appelle les extensions de noms de fichiers. Quand vous manipulez des documents, par exemple, avec Excel, mais Excel va vous permettre de donner un nom à votre document. Les noms vont être complétés par un certain nombre de caractères qu'on appelle les extensions. Bien, pour Excel, par exemple, les extensions, c'est XL quelque chose. Pour Word, c'est Doc quelque chose. Pour PowerPoint, c'est PPT quelque chose. Donc, PDF, c'est Adobe qui a créé ça. C'est pour des fichiers du PDF, c'est PostScript Data File. Donc là, cette notion d'extension, elle est fondamentale sous Windows. Quand on voit l'extension, on sait quelle application a permis de créer ou quelle application permettra de modifier un document particulier. Ici, quelques raccourcis clavier, vous les aurez sous la forme d'un document à part. Donc c'est intéressant, les raccourcis clavier. Je vous rappelle que ça vous permet simplement d'éviter de prendre la souris et de faire des manipulations qui sont plus ou moins complexes. Alors bon, il y en a qu'on connaît bien évidemment, comme CTRL-C, CTRL-V. Un raccourci très important, c'est Alt et F4, donc vous appuyez sur la touche Alt et F4 en même temps et ça ferme la fenêtre en cours. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important? Tout simplement parce qu'il y a des moments où on n'a pas accès à des cases de fermeture ou à des menus. Donc si on veut quitter une application, c'est une façon assez simple. Il suffit d'en fermer la fenêtre. Quelques unités de mesure supplémentaires. Si vous devez acheter un PC, mais ça, vous les avez peut-être déjà vu dans un des modules précédents. La vitesse du processeur est comptée en gigahertz, enfin en hertz. C'est l'unité de fréquence, c'est le nombre d'opérations élémentaires qu'un ordinateur est capable de réaliser en une seconde. Puis les unités liées aux transmissions, donc c'est en BPS ou en bits par seconde. Ou après, transformé en octet, octet fait 8 bits.
Donc si j'ai une transmission de 20 mégabits par seconde, et quand je le transforme en octets, ça fait beaucoup moins, il faut que je divise par 8. Vous voyez par exemple que la fibre, c'est beaucoup plus rapide que la DSL. Au niveau des transmissions, un des points importants, c'est de voir que la DSL notamment n'est pas symétrique. C'est-à-dire que quand vous téléchargez quelque chose depuis un site web, ça va beaucoup plus vite que si vous chargez quelque chose sur ce même site web. Les débits sont asymétriques et c'est vraiment quelque chose d'assez important à connaître. D'autres unités de mesure sur les définitions d'écran. L'unité de base pour un écran, c'est le pixel. Donc là, vous avez des écrans de portable. Alors quand je dis portable, c'est pas de téléphone, mais c'est d'ordinateur portable. Très souvent, vous avez des dimensions de 1400 par 900. Sur des ordinateurs fixes, on a des écrans qui sont de plus grande taille. En dessous, vous avez des dimensions pour les unités plutôt utilisées pour l'impression. Parce que quand on va imprimer, on va nous poser la question. Et voilà, c'est terminé pour cette petite présentation.